Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir. Anne-Sophie Kalblech, je prononce bien votre nom. Comment ça va? Bien, merci. On s'était vu il y a, je crois, 2 ans, 3 ans. Oui, c'est ça, 2 ans à peu près, oui. Pour Eureka, c'était un premier roman qui se passait aux États-Unis, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. On en est loin maintenant, c'est retour en Belgique, c'est un très très beau roman, ça s'appelle Lali en l'air, c'est toujours publié aux éditions du Rouergue. Et c'est remarquable, vraiment. On va en parler. Avant ça, 3 petites questions. Vous n'y échapperez pas, c'est une tradition dans cette émission. Genre questionnaire de Proust. Vous en parlez d'ailleurs du questionnaire de Proust dans ce roman. Si vous étiez, Anne-Sophie, un souvenir d'enfance, vous seriez quoi? Il y a un souvenir qui justement fait le lien avec mon roman, donc je peux peut-être mentionner celui-là. C'est, il y avait un endroit où j'adorais aller, petite fille, c'était dans le hamac de mes voisins. Donc j'avais le droit d'aller dans leur jardin. Ils avaient des grands arbres magnifiques. Et je m'y allongeais sous les arbres avec en général une bande dessinée ou un livre, un paquet de chips. Donc c'était l'endroit des premières lectures. Des lectures. Et où je réfléchissais aussi à des choses qui pouvaient me tracasser. Voilà, c'était un peu mon petit refuge. C'était le début des romans déjà, voilà. Hein, ouais. Si vous étiez un endroit sur la Terre, n'importe où? Je pense que la nature y aurait une place importante. Donc j'imaginerais une cabane au milieu des bois, avec des oiseaux justement. Ça m'étonne pas. J'allais dire, il y a forcément des oiseaux quelque part. Et si vous étiez un rêve? C'est pas une question facile. Ça non. J'ai l'impression que ce serait un état un peu entre le rêve et l'éveil. C'est-à-dire que je sais pas si d'autres personnes partagent ça, mais j'ai parfois des moments dans les rêves où la conscience commence à poindre et je me rends compte que je suis en train de rêver. Et du coup, c'est comme si la création venait dans le rêve. Je peux un peu orienter mon rêve, mais tout en étant dans le rêve. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de donner une autre fin à un cauchemar ou de prolonger un moment avec un disparu. Et donc, à la fois, j'ai conscience que je rêve, et à la fois pas. Et j'ai l'impression que du coup, ça se rapproche un peu de l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a à la fois ce côté créatif et à la fois se laisser porter par autre chose. Donc vous travaillez la nuit, quoi. Aussi. On peut dire ça. Dans le hamac, peut-être aussi, carrément. Allez, en tout cas, vous êtes l'autrice de Lali en l'air et vous êtes l'invitée de LCR ce soir. Voilà, Lali en l'air aux éditions du Rouergue. On est loin de la campagne américaine de Eureka dans la nuit, là. Hein. Oui, c'est le retour en Belgique. On est à La Louvière, près de l'ancien canal. Pour ceux qui savent, il y a un canal plus ou moins abandonné là, dans ce coin-là, où les gens vont se promener le dimanche ou même en semaine. En tout cas, Lali, elle va s'y promener souvent parce que c'est une petite fille, on peut dire ça, c'est une enfant, quoi, qui est un peu délaissée par ses parents, par son entourage, sa sœur, son frère. Oui, c'est une petite fille, somme toute ordinaire, dont les parents travaillent beaucoup. La maman, en plus, s'occupe de son propre père le soir, après le travail. Donc, le père tient un restaurant grec qui n'a rien de grec. Oui, c'est ça. Je sais pas où vous l'avez trouvé, ça doit exister, j'imagine. Mais j'ai l'impression qu'on peut croiser comme ça des restaurants un peu, avec une façade. Avec des colonnes. Très kitsch, il y en a, à La Louvière, il y en a en tout cas. Voilà. Et Lali vit donc dans cette famille avec un grand frère et une grande sœur qui sont ados, voire presque jeunes adultes, et qui sont plus trop intéressés de passer du temps avec elle. Elle est un peu délaissée par sa grande sœur. Et donc, in fine, entre ses parents qui sont pas là, ses grands frères, grandes sœurs qui la délaissent, elle se sent fort seule. Et donc, elle passe du temps à... Elle traîne, quoi. Elle traîne, voilà. C'est la gosse, quoi, de la famille, quoi, comme on dit dans ce coin-là.
Elle traîne et puis un jour elle va passer la tête dans un, enfin on imagine un peu hein, dans un buisson et elle va tomber dans un jardin et là il y a un jardinier Marc. Il est flamand d'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi il est arrivé là, il y a un petit mystère autour de lui. Vous installez d'ailleurs ce mystère. Il a un certain âge évidemment, c'est un ancien universitaire aussi. Comment vous l'avez imaginé ce personnage ? Alors là, pour le coup, c'est assez clair. C'est grâce à un festival que j'adore qui s'appelle l'Intime Festival à Namur. Oui. J'y étais allée il y a 2 ans et il y avait un documentaire qui avait été projeté. Ça s'appelle Cette promenade avec Mark Brown. Où on suit justement un homme d'âge mûr qui entraîne les réalisateurs à travers cette balade en Normandie pour y découvrir les plantes. Et j'avais été infiniment touchée par sa douceur, son érudition, sa délicatesse. Au détour d'une balade, on apprend aussi quelque chose de personnel sur lui que je vais après développer par rapport à Monsieur Marc. Je ne vais pas le révéler parce que ça arrive tardivement dans le livre. Voilà, c'est ce personnage-là qui... J'ai vraiment un coup de foudre pour lui et c'est lui qui a inspiré Monsieur Marc. Et d'ailleurs, j'ai repris son prénom puisque Mark Brown est devenu Marc. Oui, c'est Monsieur Marc avec un K. Alors il s'intéresse à cette petite fille, lui fait découvrir les oiseaux, etc. Et une amitié va naître. Et ce qui est intéressant, c'est du point de vue de Lali, c'est que c'est la première fois qu'on lui parle vraiment, enfin qu'on s'intéresse aussi à ce qu'elle fait. D'ailleurs, elle va progresser, ça va aller mieux à l'école, etc. Quoi. Il va l'aider à faire ses devoirs. Et tout ça, quoi. Elle va l'aider à émerger, en fait. Oui, j'ai l'impression que c'est une petite fille qui est délaissée, qui a énormément besoin d'être tout simplement vue par quelqu'un. Et Marc va justement la voir. Et il va non seulement la voir, mais il va l'aider, elle aussi, à voir le monde, c'est-à-dire à repérer des choses qu'elle ne voyait pas, à sortir un peu de son quotidien qui est marqué par principalement l'école et la télé, comme plein d'enfants. Il va l'ouvrir à un tout autre monde qui est celui des animaux, de la nature, des plantes, etc. Alors au début tout se passe bien, vous décrivez par petites touches, petits détails, ça c'est votre écriture qui est très très belle, on va en parler après. Le problème c'est qu'on est dans les années 90 en Belgique et il va se passer des choses évidemment dans les années 90, on s'en souvient, la Belgique va être traumatisée par l'enlèvement de 2 petites filles, d'abord à Grasse-Sologne et puis 2 autres. Ça va un peu bousculer tout cet environnement, d'autant plus que sa meilleure amie, Sophie, elle est très attentive à tout ça, elle veut être détective plus tard, enfin voilà, et donc elle la met en garde. Oui, elle a donc cette meilleure amie, Sophie, qui est d'ailleurs une de ses rares amies, qui elle... C'est quasi la seule, hein, ouais. Oui, voilà. Ouais. Elle est très précoce, très intellectuelle, ses parents l'abreuvent de livres, de journaux, et donc elle est assez au fait de ce qui se passe dans l'actualité, peut-être même un peu trop, parce qu'elle elle a accès à des tas de sources d'informations qui sont, on pourrait se poser la question, appropriées ou non. Et cette période, effectivement, va arriver un peu, d'abord de manière lointaine, on a l'impression que ça ne va pas toucher les personnages, et puis en fait, ça va être un vrai raz-de-marée, mais pour toute la Belgique, je pense que tout le monde finalement était... happé par cette espèce de gouffre sinistre, que ce soit les parents, les enfants. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était justement d'aller quelque part dans cette histoire, oser la regarder, y retourner, mais pas de manière frontale. Voilà, un peu de biais. Hein, voilà, c'est ça. Parce que c'est autant dans la fiction, on peut se permettre d'aller dans des choses très dures. J'ai pas peur de la violence en tant que telle, mais ici, c'est quelque chose de réel, qui a un traumatisme national. Je pense qu'on peut en parler comme ça. Et donc, je me sentais pas du tout l'autorisation d'y aller de manière frontale, d'être dans le voyeurisme, dans le sordide. Donc, justement, j'ai voulu mettre cette affaire, qu'elle soit plutôt là en filigrane, en toile de fond, et voir comment elle va justement modifier, influencer, peut-être parfois abîmer les rapports entre enfants et adultes, entre parents et enfants, comment elle vient impacter tous ces rapports-là au quotidien, dans le quotidien des personnes. C'est passionnant parce que c'est effectivement, pour ceux qui ont vécu ces années-là, tout ce qu'on a ressenti, en tout cas à ce moment-là, ça veut dire une amitié toute simple, sans arrière-pensée, entre un homme adulte et une petite fille, ça devenait quasi impossible. Oui, quand j'en parlais autour de moi, il y a des grands-parents, des grands-pères qui disaient qu'ils n'osaient plus aller à la piscine, dans le vestiaire avec leurs petits-enfants. Enfin, ça a vraiment impacté les rapports
homme, petite fille, adulte, enfant, parent, enfant. Et je trouvais ça intéressant de voir comment un événement extérieur vient toucher à l'intime finalement. Ouais. Et vous, quand même, vous laissez des petites traces comme ça, des petits doutes, vous laissez glisser des petits doutes. Par exemple, il y a une camionnette blanche. On sait très bien, si on est belge, que la camionnette blanche, c'était la camionnette qu'il fallait. Si on en voyait une arriver, il fallait l'éviter, etc. à ce moment-là. Ça, c'est volontaire, j'imagine, ces petites choses pour glisser un léger doute. Mais c'est parce que j'aime bien quand les lecteurs, les lectrices sont acteurs aussi du récit. Et donc, je voulais que le lecteur ou la lectrice puisse voir comment ses propres a priori, ses propres préjugés viennent un peu colorer, teinter, influencer le récit. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment, leurs mains se frôlent, et ça peut être tout à fait anodin, comme ça peut ne pas l'être. Et donc, qu'est-ce qui, dans notre vécu, dans notre histoire, dans notre vision des choses, fait qu'on voit ça comme un événement anodin ou non? Et pareil, avec la camionnette blanche, en soi, il n'y a pas de problème avec le fait d'avoir une camionnette blanche, mais... Le fait que ce soit à ce moment-là, dans ces années-là... c'est plus anodin. Et donc, c'est voir comment aussi, avec notre vécu de lecteur ou de lectrice, on va interpréter ces événements et voir comment est-ce que nous, dans la même situation, on aurait jugé cette amitié, ces relations. Ça, on le comprend parce qu'à la fin du roman, on avance dans le temps et on regarde un petit peu en arrière sur ce qui s'est passé. Alors, vous écrivez de façon intéressante, je trouve, parce que vous utilisez le tu. Pour Lali, vous lui parlez directement et vous parlez directement à Sophie aussi, et puis au troisième personnage, à Marc. Pourquoi ce choix ? C'était un choix formel qui m'a fait beaucoup douter, réfléchir, au point que j'ai à un moment réécrit les 3/4 du roman en jeu pour vérifier, et puis j'ai réécrit en adaptant. Moi j'aime assez bien, ça met une distanciation comme ça. Et en fait, au final, ce qui était important pour moi, c'est que tout le roman est un peu de l'ordre du souvenir. C'est-à-dire que les souvenirs, quand on pense à des souvenirs personnels, il y a à la fois quelque chose d'une sorte de concision, donc c'est pour ça que c'est un roman assez court avec des scènes assez concises, et à la fois de la précision, c'est-à-dire que quand on pense à un souvenir, ça va être une main, une odeur, une couleur, des choses qui nous ont marqués. Et je trouve que le tutoiement aide à cela, parce que quand on pense à soi au passé, en fait, on ne pense pas en je, c'est pas vraiment jeu, on n'est plus la même personne que quand on avait 5 ans, 12 ans. Ouais, on n'y est plus, quoi. Ouais, voilà. C'est ça. Mais à la fois, c'est le il, le elle est trop loin. Et donc, je trouvais le tu, je trouvais qu'il arrivait à faire le lien entre ces deux pôles, quoi. Et puis, ça participe aussi, je trouve, à l'élan poétique qu'il y a quand même dans cette écriture. Parce qu'on imagine un peu ce jardin, c'est un peu une espèce de paradis perdu aussi, ou de paradis terrestre en tout cas, ce jardin de Marc. Il y a une espèce de magie aussi. Pour moi, la poésie était indispensable, vu que comme je l'ai dit, la toile de fond est tellement dure. Pour moi, c'était indispensable qu'il y ait de la délicatesse, de la poésie, parfois même un peu de loufoquerie, de l'humour, des petites touches d'humour ou d'ironie. Parce que... c'était pour moi la manière d'aborder ça avec le plus de respect possible. Ouais, en tout cas, c'est une belle réussite. Ça s'appelle Lali en l'air, c'est aux éditions du Rouergue. Je vous conseille vraiment la lecture de ce livre. Ça se lit vite, mais c'est à la fois dense, je trouve. C'est court, mais dense et pudique en même temps. Enfin, vous voyez, il y a un peu de tout ça. Donc, c'était une gageure quand même. Bravo. Vous avez un coup de cœur, vous l'avez même amené avec vous. C'est Joseph Pontus à la ligne. C'est vrai que c'est pas mal aussi, hein. C'est tout à fait autre chose. Oui. C'est quoi ce coup de cœur ? Ce roman, je trouve qu'il a tout, c'est-à-dire que la forme est parfaitement un écrin parfait pour le fond, puisque tout est écrit en vers libre pour justement nous emmener dans cette vie d'usine, puisque ce sont des feuillets d'usine. Joseph Pontus a travaillé pendant des mois dans des usines de conditionnement de poissons, dans des abattoirs. Et donc, il nous fait vivre ce travail à la fois répétitif. Et donc, il y a toujours ce retour à la ligne. Ouais. Et donc, on est avec lui dans ce travail à la chaîne où les gestes sont répétitifs. Et à la fois, il arrive à y insuffler beaucoup de poésie. Et ce que j'adore aussi, ce que j'essaye aussi souvent avec mes propres romans, c'est qu'il nous rend visibles des choses invisibles. C'est-à-dire que quand on mange notre barquette de poisson, un fish stick, on est souvent déconnecté de tout ce qu'il y a eu derrière, le conditionnement, les poissons, le travail manuel, les personnes qui étaient là dans des usines. Et lui, il rend ça visible. Et je trouve ça assez remarquable. Ouais.
C'est un grand roman. Joseph Fontus à la ligne, c'est sorti en poche. Hein. Je le montre puisqu'il est là. Et vous, c'est pas encore en poche, mais ce le sera peut-être un jour. Je vous conseille aussi de lire d'ailleurs ou de relire Eureka dans la nuit. Ça, c'était votre précédent. Tout à fait une autre ambiance. Merci beaucoup, Anne-Sophie, d'être passée chez nous. Merci à vous. Avec plaisir. Nous, on se retrouve demain. Non, on se retrouve pas demain puisque c'est le week-end. On se retrouve lundi avec d'autres invités. Bonsoir.